l'énigme de Nilivoin et les territoires oubliés de la lointaine Antarctique. L'année 1820 demeure gravée dans les annales de l'exploration humaine, comme le moment précis où l'existence de l'Antarctique fut officiellement confirmée pour la première fois jalon temporelle, largement documentée par les manuels scolaires et solidement ancrée dans les chronologies académiques, s'est imposée au fil des générations comme une vérité absolue et indiscutable. La science moderne et l'enseignement traditionnel ont inculqué cette donnée de manière passive, incitant la société à l'acter sans la moindre velléité de contestation ou de questionnement portant. Pourtant, une analyse rigoureuse et minutieuse des dates clés entourant cet événement révèle des incohérences troublantes qui forçant la recherche indépendante à reconsidérer la version communément admise. En se penchant de plus près sur le calendrier de cette découverte majeure, les historiens et les analystes se heurtent à une série de coïncidences temporelles et géographiques si parfaites qu'elles cessant d'apparaître comme le fruit du simple hasard pour s'arrêter à une structure délibérément orchestrée par les autorités de l'époque. Pour appréhender toute la dimension de ce mystère polaire, il s'avère indispensable de revisiter les bouleversements atmosphériques extraordinaires survenus à peine quelques années plus au cours de la décennie précédente. L'histoire conventionnelle attribue la terrible crise climatique de l'année 1816, universellement qualifiée d'année sans été, à l'éruption titanesque du volcan Tambora en Indonésie. Selon les rapports officiels, les quantités phénoménales de cendres et de particules rejetées dans la haute atmosphère auraient suffi à abaisser les températures mondiales, à anéantir les récoltes dans l'ensemble de l'hémisphère nord et à déclencher des famines dévastatrices de la Nouvelle-Angleterre jusqu'aux confins de l'Europe septentrionale. Cette explication linéaire et rassurante permet de clore le débat de manière ordonnée en imputant la tragédie à un unique phénomène géologique naturel. Néanmoins, un examen plus attentif des archives mondiales commence à mettre en lumière des éléments discordants qui ne cadrent pas avec ce récit volontairement simplifié et localisé. La faille majeure de l'explication volcanique réside dans l'uniformité absolue et la simultanéité planétaire de l'effondrement environnemental et sociétal constaté à cette période. Les perturbations agricoles et les chutes de neige en mois de juin ne se sont pas limitées aux régions limitrophes de l'Indonésie ou aux zones d'influence directe du panache de cendres, mais ont frappé l'intégralité du globe de façon synchrone. Des témoignages concordants décrivent partout des couchers de soleil aux teintes orangées et violettes surnaturelles, accompagnent froid permanent et destructeur. Plus troublante encore, les années qui suivirent immédiatement 1816 furent le théâtre d'une cascade de ruptures institutionnelles majeures, de déplacements massifs de population et d'une sorte d'amnésie civilisationnelle collective. De nombreuses communautés semblèrent soudainement perdre tout lien de continuité historique avec leur propre passé récent, comme si une fracture radicale avait été introduite dans le déroulement normal du temps. Ces anomalies à grande échelle suggèrent que l'événement atmosphérique de 1816 n'était peut-être pas uniquement d'origine volcanique, mais qu'il présentait plutôt les caractéristiques distinctives d'une catastrophe bien plus délibérée et dévastatrice. Les indices s'apparentent de manière frappante aux modélisations contemporaines d'un hiver nucléaire, marqué par un obscurcissement total et soudain du ciel provoqué par un cataclysme de nature industrielle ou technologique. Un tel choc planétaire aurait eu pour conséquence non seulement une altération durable du climat, mais également l'effacement systématique d'une civilisation mondiale antérieure hautement développée, dont les structures architecturales complexes et interconnectées se retrouvent aujourd'hui sous l'appellation provisoire de Tartaria. Cette entité disparue ne doit pas être imaginée comme un empire traditionnel doté de frontières strictes, mais plutôt comme une présence globale sophistiquée, caractérisée par des réseaux de canaux extraordinaires et des plans d'urbanisme surgis pleinement formés dans les archives sans aucune trace de chantier préalable. Si précisément au lendemain de cet effondrement présumé qu'apparaît la date clé de 1820, marquant la découverte officielle de l'Antarctique.
le fait que le continent le plus isolé, le plus stérile et le plus massivement gelé de la planète ait été localisé exactement 4 ans après la plus grande crise atmosphérique de l'histoire humaine suscite de légitimes interrogations. De surcroît, cette découverte ne fut pas l'œuvre d'unique expédition chanceuse, mais fut réalisée simultanément par 3 puissances distinctes au cours des mêmes mois. Une flotte britannique, un équipage américain et une mission russe, opérant officiellement de manière totalement indépendante, parvinrent au même instant dans la même zone reculée pour revendiquer la primeur de l'exploration. Si la rivalité maritime et la quête de prestige peuvent expliquer une certaine émulation, la coïncidence de ce triple succès simultané après des millénaires de navigation humaine demeure un mystère que la science historique officielle peine à justifier de façon convaincante. Les cultures maritimes les plus avancées de l'Antiquité et du Moyen Âge, des Phéniciens aux navigateurs chinois en passant par les Grecs et les Romains, ont sillonné les océans sans jamais consigner la moindre trace de cette gigantesque masse terrestre australe. La version académique expliquant ce mutisme par l'absence de technologie adaptée commence à se fissurer lorsque l'on plonge profondément dans les archives cartographiques les plus anciennes et les moins vulgarisées. Il existe en effet des cartes historiques d'une précision inouïe qui démontrant que l'Antarctique était parfaitement connue et documentée bien avant le VI siècle. La célèbre carte de Pielier, datée de 1513 et compilée par un amiral ottoman à partir de documents sources bien plus anciens, représente une masse continentale méridionale dotée d'un littoral d'une latitude déroutante. Au XVI siècle, les analyses comparatives réalisées à l'aide de l'imagerie satellite moderne ont révélé que les tracés de cette carte correspondaient parfaitement à la topographie subglaciaire réelle du continent. En autre document encore plus extraordinaire, la carte d'Oronte-Finailleux datée de 1530, et un va jusqu'à dépeindre l'Antarctique libre de toute couverture glaciaire. Cette carte ancienne montre avec précision des systèmes fluviaux complexes, des chaînes de montagnes intérieures et des caractéristiques géographiques dont l'existence physique n'a pu être confirmée par la science moderne qu'au cours des années 50 grâce au développement des technologies sonars. La confrontation de ces faits indiscutables met à mal l'explication universitaire traditionnelle qui s'est longtemps content d'évoquer de simples coïncidences, des suppositions heureuses ou des théories géométriques basées sur le principe de symétrie pour expliquer l'intuition des anciens cartographes. Il s'avère rigoureusement impossible de deviner, au hasard, l'emplacement exact de crêtes montagneuses enfouies sous 2 kilomètres de glace ou dessiner des estuaires de rivières disparues sans avoir disposé de relevés topographiques, précis ou d'observations ou directes transmises à travers les âges. Ce constat vertigineux amène la recherche scientifique à envisager une hypothèse alternative concernant les événements survenus en 1816. Au lieu de considérer cette date uniquement comme la fin tragique d'un ancien monde, il est légitime de se demander si elle ne constitua pas également le point de départ d'une vaste opération de dissimulation et de transformation globale. Le mécanisme cataclysmique ayant provoqué l'obscurcissement du ciel dans l'hémisphère nord pourrait avoir entraîné, par un effet de compensation ou de réaction en chaîne, une accélération massive et soudaine de la glaciation au pôle de la Terre, l'Antarctique, qui apparaissait encore verdoyant ou partiellement dégagé sur les cartes du XIVe siècle, aurait ainsi subi un gel global instantané ou finalisé sa transition vers un état désert de glace permanent lors de cette crise. La prétendue découverte de 1820 n'aurait alors été que la prise de contrôle officielle d'un territoire fraîchement gelé et vidé de ses éventuels secrets de surface. Cette théorie d'une gestion planétaire coordonnée se renforce lorsque l'on observe la persistance des interventions militaires étatiques majeures sur ce continent tout au long du ex-siècle. Les archives démontrent que les nations les plus puissantes de la Terre ont manifesté un intérêt disproportionné pour cette région, mobilisant des ressources humaines et matérielles extraordinaires bien au-delà des besoins de la simple recherche scientifique de routine. En 1938, le gouvernement allemand de l'époque organisa l'expédition du Schwabenland,
cartographiant plus de 600 000 km² de surface et larguant des milliers de balises de souveraineté territoriale. Les rapports indiquent que les scientifiques de cette mission manifestaient une véritable obsession pour l'acquisition de connaissances anciennes, les traditions cartographiques oubliées et de civilisations préhistoriques. Malgré la défaite militaire ultérieure de ce régime, des mouvements réguliers de submersibles furent documentés dans les eaux antarctiques jusqu'à la fin de l'année 1945. Face à cette activité intense, les États-Unis d'Amérique réagirent immédiatement après le conflit mondial en lançant l'opération Ijon sous le commandement du contre-amiral Richard Baer, un officier hautement décoré. Loin de s'apparenter à une modeste mission d'exploration ou d'études biologiques, cette opération prit la forme d'un déploiement militaire massif comprenant 13 navires de guerre, 33 aéronefs et près de 5000 soldats d'élite. Les justifications officielles axées sur la simple création d'une base de recherche et la cartographie de routine peinent à masquer l'ampleur inédite des moyens militaires engagés dans une prétendument déserte. Les similitudes observées entre les démarches des différentes puissances mondiales indiquent qu'une transmission de connaissances secrètes a traversé les siècles, incitant successivement les émirats ottomans, les stratèges allemands et les flottes américaines à orienter leurs efforts vers les mêmes coordonnées géographiques précises pour y chercher un héritage caché. Cette continuité dans la gestion des affaires polaires culmine en 1959 avec la signature du traité sur l'Antarctique. Un accord international unique en son genre qui fige le statut du continent pour les décennies à venir. Ce texte juridique rigoureux, paraphé par des dizaines de nations, transforme la région en un sanctuaire exclusivement dédié à la science, interdisant formellement toute activité militaire, toute exploitation minière et tout essai nucléaire. Dans la pratique quotidienne, ce système international rend l'exploration indépendante ou citoyenne de l'intérieur des terres absolument impossible, bien que le continent ne soit pas entouré d'une barrière matérielle visible, les contraintes logistiques colossales, l'absence totale d'infrastructures civiles et l'obligation d'obtenir des autorisations d'accès délivrées au compte-gouttes par les instances gouvernementales transformant l'Antarctique en une zone fait inaccessible pour le citoyen ordinaire du siècle. Cette situation exceptionnelle est acceptée par l'opinion publique mondiale comme une mesure de protection environnementale évidente et bienveillante, alors qu'elle représente une anomalie géopolitique majeure. L'histoire des relations internationales démontre que les nations ne parviennent pratiquement jamais à s'entendre de manière durable sur le partage des ressources, la gestion des frontières ou les questions idéologiques. Le siècle ayant été théâtre permanent de conflits géopolitiques insolubles. Pourtant, sur la question spécifique de l'Antarctique, un consensus absolu et immuable s'est maintenu en dépit de la guerre froide et des rivalités économiques. Cette coordination internationale exceptionnelle amène la science politique et la recherche historique à s'interroger sur la véritable nature de ce qui est ainsi protégé sous couvert de présumés chauds et d'études des carottes de glace. L'effort collectif fourni pour maintenir cette omerta suggère l'existence d'un enjeu supérieur touchant au fondement même de l'histoire humaine. Le doute se renforce lorsqu'on établit un parallèle avec la gestion globale du patrimoine architectural attribué à la civilisation de Tartaria à travers le reste du monde. Les recherches indépendantes mettent en évidence sur tous les continents, des structures monumentales édifiées avec des techniques de taille et d'assemblage de pierres inexplicables pour les épaules de leur construction officielle. Des cathédrales gothiques somptueuses, des palais colossaux et des réseaux égouts extrêmement complexes apparaissent pleinement achevés dans des cités à peine fondées par des colons démis de machines adaptées. Le phénomène des édifices partiellement enterrés dont les fenêtres du rez-de-chaussée s'ouvrent sous le niveau actuel de la chaussée, témoigne d'un événement de submersion boueuse globale que les autorités académiques tentent d'occulter par des explications simplistes basées sur des travaux d'exhaussement de voiries ou de terrain peu crédibles. Cette absence systématique de documentation de chantier,
de chaînes d'approvisionnement logiques et de main-d'œuvre qualifiée répertoriée dans les archives officielles confirment que les structures étaient déjà présentes avant la réorganisation du monde moderne. Si ce modèle d'infrastructure préexistant est visible dans toutes les grandes capitales actuelles, la question de ce que recèle l'Antarctique sous sa chape de glace devient cruciale pour la compréhension globale du passé. La cartographie historique ancienne prouve de manière irréfutable que ce territoire était autrefois habitable et habité à une époque relativement récente à l'échelle de l'histoire humaine. Les technologies de télédétection actuelles, tels que les radars à pénétration de sol ou les systèmes satellitaires à haute résolution capables de discerner des détails infimes depuis l'orbite terrestre, devraient logiquement avoir fourni une carte topographique complète et détaillée de la roche subglaciaire. Pourtant, les données publiques présentent d'importantes zones de silence et des résolutions volontairement dégradées dès que l'on s'approche de l'intérieur du continent. Ce silence institutionnel généralisé ne saurait être le fruit du hasard ou d'un simple manque d'intérêt académique, car il se manifeste de la même manière à travers plusieurs disciplines distinctes. Les programmes universitaires ignorent superbement la portée de la carte de Pirire, reléguant ce document exceptionnel au rang de curiosité historique sans importance majeure. De même, aucune étude officielle ne s'interroge sur l'étrange convergence des 3 expéditions de 1820 ou sur la contradiction flagrante entre le dôme d'une glaciation vieille de plus de 6 millions d'années et l'existence de traces hydrographiques précis réalisées par des cartographes il y a quelques siècles à peine. Cette absence systématique de curiosité de la part des institutions de recherche ne traduit pas un manque de preuves, mais dessine au contraire les contours d'une politique de rétention d'informations volontaires visant à maintenir la cohérence d'un récit historique fabriqué de toutes pièces. Face à ce faisceau d'indices concordants, la communauté des chercheurs se retrouve confrontée à l'obligation de formuler les questions les plus complexes et les plus dérangeantes pour l'ordre établi. En admettant la thèse d'une civilisation mondiale sophistiquée rayée de la carte par la catastrophe climatique de 1816, la mise sous séquestre immédiate du continent antarctique dès 1820 prend une signification totalement nouvelle. Il apparaît hautement probable que les expéditions militaires et les traités internationaux successifs aient dû pour objectif principal de sanctuariser le dernier territoire non altéré par l'industriel moderne, afin d'en interdire l'accès au public. Cette démarche préventive visait à empêcher qu'un navigateur indépendant ou qu'une expédition privée non alignée ne vienne exhumer des vestiges technologiques, des archives documentaires ou des structures architecturales intactes sous la glace, ce qui aurait instantanément pulvérisé la chronologie historique officielle imposée à l'humanité. L'étude des anomalies de l'Antarctique ne débouche pas encore sur des certitudes absolues ou des réponses définitives, mais elle permet de mettre en lumière la structure par géométrie, géodissimulation planétaire majeure. La corrélation rigoureuse entre la crise de 1816, l'apparition simultanée de 3 flots étatiques en 1820, la militarisation secrète des années 1940 et le verrouillage juridique de 1959 indiquent une continuité d'action évidente de la part des autorités gestionnaires du monde. Cette architecture du secret, dont les contours deviennent visibles à quiconque accepte de croiser les données climatiques, cartographiques et géopolitiques, désigne la lointaine terre de glace comme le coffre-fort ultime de la mémoire terrestre. Sous les étendues gelées et silencieuses de l'Antarctique reposent sans doute les réponses définitives sur les origines réelles de la société moderne et sur la nature de la civilisation qui l'a précédée avant le grand effacement. Evrilik en subscribe drive me toquepunart un forgot page of history, tincus much en c'est une extime.